Nous n'avons pas de cave, nous n'avons pas de communication, nous n'avons pas d'eau, parce qu'ici nous buvons de l'eau quand il pleut. Ils boivent l'eau de pluie. Quel est le prix approximatif du poisson? Ici, il le paie en ce moment à un jeune homme de la communauté qui s'appelle Tonio. Il nous paie 2000 et 1500. C'est quoi? Des pesos colombiens? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pris 60 kilos. 60 kilos de crabe, hein? Et combien coûte à peu près le kilo? Eh bien, ici, on me le paie à 0,60. 0,60. Et à combien est l'essence ici? Ici, c'est 1,3. 1,3 $ le litre d'essence, ici à Ologa, à Debosso. Je vous ai emmené découvrir cet endroit dans cette vidéo. L'endroit avec la plus grande concentration d'éclairs au monde, qui détient le record Guinness comme l'endroit le plus électrique de la planète. Situé au sud du lac de Maracaibo, dans un petit village appelé Ologa, et c'est rien de moins que l'éclair du Catatumbo. De façon un peu mouvementée hier soir. Nous avons conduit pendant 13h30 depuis Caracas jusqu'à Puerto Concha, où nous avons pris une barque et sommes arrivés ici à Chamita, un ancien palafite d'un parc. En ce moment, il ne reste que des ruines de ce que c'était et beaucoup de personnes peuvent venir installer leur hamac et dormir là. Avant, il y avait même un restaurant ici et les gens venaient faire du tourisme, même les habitants locaux, pour manger le dimanche. Au fond, il y a d'autres maisons sur pilotis où des gens vivaient, mais maintenant tout est abandonné, plus personne ne vit ici. Ce matin, nous nous sommes réveillés avec l'intention de partir pour Ologa, où l'on peut mieux observer l'éclair du Catatumbo. Et aussi, notre appareil photo est tombé en panne, donc je ne sais pas si vous verrez des photos des éclairs comme nous l'espérions. Peut-être qu'elle a surchauffé parce que l'humidité et la chaleur ici sont très intenses et nous verrons si elle fonctionne ce soir. Le fait est que nous montons déjà dans les bateaux et nous allons partir. Non seulement dans ce village ou cet endroit où il vit, une communauté très isolée et sur pilotis, mais aussi dans les canaux des environs pour essayer d'observer la faune comme les dauphins, les papillons, les crocodiles, les singes, entre autres animaux que l'on peut apercevoir. Au sud du lac de Maracaibo, nous venons de croiser des toninas, qui sont les dauphins de rivière. Ils sont vraiment très difficiles à voir, ils sont roses et... On les a à peine aperçus comme la Atletica Waf. Ils sont juste là devant, c'est spectaculaire. J'espère qu'on pourra les filmer de plus près pour vous les montrer. Mais c'est notre première observation de la faune ici, dans l'éclair du Catatumbo. Vérifiez. Tous ces petits points que vous voyez au fond, ce sont des pêcheurs qui attrapent du crabe bleu. Mais nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Regardez, l'aventure continue maintenant. Ils sont allés changer le tuyau du bidon d'essence et cette essence semblait contenir un peu d'eau. Alors, le moteur ne restait pas allumé très longtemps et le démarreur s'est cassé.
ou le câble là où on tire pour démarrer. Et maintenant, ils vont installer un système à clé. Nous avons eu trop de problèmes avec l'essence. En fait, on nous disait que la seule station-service aquatique qu'il y avait à Puerto Concha n'existe plus parce qu'il y a un problème. Des dettes qu'ont les propriétaires de la station avec Petróleos de Venezuela, société anonyme. Et tous les conducteurs de bateaux doivent aller en camion jusqu'à El Vigia, qui est une ville située à 1h30 de Puerto Concha, pour aller acheter de l'essence là-bas et la ramener puis la transvaser des camions au bateau. Cependant, l'essence arrive avec tellement, mais tellement d'eau que cela a retardé notre voyage, ça abîme les moteurs. En fait, nous avons fait un arrêt d'environ 1 heure pour résoudre le problème que vous avez vu à la caméra. Et maintenant, l'autre bateau, qui vient aussi, a des problèmes et c'est pour ça qu'on avance à une vitesse minimale. C'est incompréhensible que, étant le pays avec les plus grandes réserves de pétrole au monde, nous ayons une essence aussi mauvaise. Mais ce qui est encore plus incompréhensible, c'est qu'il y a quelques années, il y a 4 ans, nous avions pratiquement de l'essence gratuite. C'est-à-dire que le prix était dérisoire et ça fonctionnait normalement. Et maintenant que nous avons de l'essence à des prix internationaux, à 0,50 $ le litre, c'est là que ça pose problème, qu'il y a plus de pénurie que jamais. Est-ce qu'on vit vraiment dans le pays à l'envers ? Finalement, nous sommes arrivés à Ologa. Ici, ils vivent essentiellement de la pêche, mais il y a aussi quelques palafites où ils élèvent des cochons jusqu'à ce qu'ils puissent en les manger. C'est impressionnant de voir que chaque maison a 3, 4, 5 enfants, tous petits. Dans ce village de palafites de Nologa, il y a environ 15 ou 20 maisons. Et littéralement, chaque famille a beaucoup de petits-enfants. Est-ce que leur plus grand divertissement, c'est de jouer au papa et à la maman ? Nous savons qu'ici, il n'y a pas d'électricité, donc pas de télévision, pas de connexion téléphonique, rien du tout. Ils vivent de la manière la plus rudimentaire que vous puissiez imaginer. Dans des maisons sur pilotis construites en zinc, certains, avec un peu de chance, ont des parties en béton ou quelque chose comme ça, mais la plupart sont en zinc, du toit jusqu'au mur. Et les conditions sont assez dures, non seulement à cause de la façon dont ils vivent, mais aussi à cause de l'environnement. Il pleut énormément ici, il y a des tempêtes. Je me souviens la première fois que je suis venu, une énorme tempête s'est abattue sur nous, et le lendemain, une maison sur pilotis avait été emportée par la tempête, il ne restait que les fondations, mais tous les murs et le toit avaient complètement disparu. Regardez ici une preuve, comment les murs de cette maison sur pilotis se sont envolés. Et regardez là-bas, encore des enfants, de plus en plus d'enfants. Impressionnant. Il y a environ 3 semaines, ils ont construit ce nouveau palafite, qui est ici. Regardez ce palafite que vous voyez. C'est là où nous allons rester. Le propriétaire s'appelle Tani et il l'a amené il y a 6 ans depuis Congo, Mirador, un autre petit village. Il nous raconte que tout le palafito était monté sur plusieurs petites barques, sur plusieurs bateaux et qu'il l'amène en naviguant. C'est-à-dire, ce n'est pas comme s'il le démontait pour le remonter, mais il le place sur plusieurs bateaux et l'amène ainsi. Nous passerons les nuits à venir ici. Voici Cello, notre batelier. Comment déplacez-vous un palafito d'un village à l'autre ? Eh ben, ils utilisent plusieurs bateaux
surtout les moins grands. Et on dévisse certaines parties des planches, puis on remplit un peu les bateaux d'eau pour qu'ils s'enfoncent légèrement, pas complètement, juste pour qu'il reste un quart d'eau. La font descendre en dessous. Les palafitos détachent tout, puis ils retirent l'eau des bateaux pour que le palafito flotte. Ils le soulèvent, le sortent, l'amènent à l'endroit et commencent à entrer. Ceux qui sont... Les pilotes. Ils replacent les bateaux, ajoutent de l'eau pour les sortir et le cycle recommence. Regardez. Ce sont les pilotes dont je parlais. Ils mettent le bateau là-bas en bas et ensuite ils le ramènent. Regardez, ici il y a un chat, un chien, un chat qui aime qu'on le caresse. Regardez comme il est beau. Comment es-tu arrivé ici, petit chat? Comment as-tu bien pu arriver ici? Accompagnez-moi pour faire un tour de tout le palafite, là où nous allons rester. Et bon, je dois mentionner qu'en travaillant dans le tourisme, c'est le palafite en meilleur état de toute la région. Eh bien, celui qui est là-bas derrière, c'est la maison d'Alan Hayton, la légende de l'éclair du Catatumbo. Ce guide barbadien qui est venu s'installer au Venezuela il y a 30 ans. Et il a passé 20 ans à montrer l'éclair du Catatumbo à des centaines de milliers de personnes. Même des chaînes comme National Geographic, la British Broadcasting Corporation, entre autres, sont venues faire des reportages documentaires sur ce phénomène naturel où Alan était leur guide. Imaginez l'importance de cet homme qui a introduit ce phénomène à la science. 2 nouvelles espèces de papillons qui se trouvaient dans cet écosystème et qui n'avaient jamais été répertoriées auparavant. Mais pendant la pandémie, il a quitté le pays et maintenant la maison sur pilotis est abandonnée. Quelqu'un s'en occupe apparemment, mais le quai effondré montre que c'est abandonné pour ainsi dire. Et donc Tani est celui qui accueille les touristes en ce moment. Regardez, ici il y a une petite pièce principale où il y a pas mal de casquettes et voici le petit lit où ils vivent. Là-bas, il y a un autre hamac parce qu'il y a des moments où tout cela est inondé, alors il faut suspendre les affaires. Ici, c'est la salle de bain. Je vais vous parler des particularités de la salle de bain. Regardez ça. Là, il y a les toilettes et ici, il y a un seau d'eau. Quand tu fais tes besoins, tu verses un peu d'eau dans les toilettes et ça part directement d'ici jusque-là. Directement. Il n'y a pas de drainage, il n'y a pas de tuyau d'eau usé, rien, ça va directement. Eh bien, en fait, je ne sais pas si vous voyez là-bas. Non, ce n'est pas les toilettes qui goûtent, mais la maison sur pilotis. Mais je suis 100% sûr que c'est comme ça, parce que je l'ai déjà vécu lors des précédentes occasions où je suis venu. Et une fois que tes déchets organiques tombent dans le lac, tu vois la quantité de poissons qui mangent ça? C'est vraiment intéressant de voir comment une infinité de poissons arrivent et en 5 secondes, tes déchets organiques disparaissent. Quelques heures plus tard, on te sert du poisson frit dans ton assiette. Que ce soit cela, je ne le crois pas. Mais notre esprit nous joue des tours, ça commence à tourner dans la tête et on se dit « Je vois le cycle de la vie beaucoup trop vite devant mes yeux, alors je préfère éviter ça. » Cette fois-ci, comme nous ne sommes pas venus avec un guide, mais qu'on nous a seulement prêté un soutien avec quelques bateaux. Nous allons préparer toute la nourriture nous-mêmes, nous avons apporté des petits réchauds et tout un menu, oui, des sandwichs et des arepas depuis la capitale. Nous sommes plus sereins sur la nourriture, mais les fois précédentes, c'était un problème assez intense. Ici se trouve le quai où l'on peut observer l'éclair. On se place là comme Phogonix avec son trépied et généralement, c'est par là-bas qu'il y a les orages, alors on place le trépied dans cette direction et on essaye de les capturer. Voilà une partie de l'équipement. Et regardez, ici c'est comme la salle principale du palafite de Tani. Là, ce sont nos cabas. Ici, il y a encore de nombreuses timbres stables. Là, ils ont une petite cuisinière à gaz. Et ça, c'est nouveau, parce que je me souviens que les dernières fois, ils cuisinaient au feu de bois. Mais regardez, maintenant, ils ont une petite cuisinière à gaz. Et par ici, ils ont la dernière chambre. Au fait, ils ont aussi maintenant un groupe électrogène. Et ici, il y a quelques matelas. Pour être honnête, je le trouve vraiment, vraiment bien.
Encore une fois, ils sont en train de se préparer à accueillir des touristes. Il y a des gens très intéressés à découvrir l'éclair du Catatumbo et Tani est le seul à proposer des services d'hébergement. Généralement, les gens doivent apporter leur propre nourriture, faute d'une logistique complète. Mais il y a effectivement plusieurs personnes qui travaillent comme guide touristique pour le Catatumbo. Et donc on apporte toute la nourriture et on cuisine ici. Mais je trouve ce palafite très joli, au moins comparé à ceux qu'on a vus là-bas quand on est arrivé à Ologa. Et c'est parce qu'il recevait des touristes. En fait, on vient de me dire que hier, quand on partait, il y avait des Anglais qui arrivaient ici, dans le palafite de Tani, pour passer leurs 3 dernières nuits. Regardez, je viens de tomber sur des poissons qu'ils ouvrent et auxquels ils mettent du sel pour les sécher et les saler. C'est redondant, mais c'est pour les conserver. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas d'électricité ici. Il n'y a aucun appareil électroménager comme des réfrigérateurs ou des congélateurs. Donc il faut utiliser des techniques anciennes pour les conserver. La belle opportunité que la vie m'a donnée de voyager, de découvrir d'autres réalités et d'autres cultures, m'a appris à l'apprécier dans toute sa splendeur. Et l'une des choses que j'aime le plus faire lorsque je visite des communautés aussi reculées, comme celle-ci, c'est de pouvoir parler avec les habitants, les interviewer pour qu'ils nous racontent un peu. Quel est leur secret? Parce que tu les vois, que ce soit depuis une prise de vue par drone ou lorsque tu t'approches avec la caméra. Ils saluent toujours, ils sourient toujours, ils sont toujours aimables. Et je veux raconter une anecdote pour en faire la preuve. Et c'est qu'une fois, nous étions à Buenos Aires et nous avons loué une petite barque pour naviguer sur quelques plages, une toute petite barque qui ne demandait pas de permis. Et la batterie de mon drone était en train de se terminer et une dame est sortie d'un manoir. Alors moi, par chance, j'ai atterri le drone sur le quai et elle a failli jeter le drone à la mer, tout énervée. Et je lui ai dit, Madame, je vous jure que je ne vous filmais pas, je filmais, on peut regarder les prises si vous voulez, pour que vous voyez. Vraiment, je ne filmais pas la maison, je filmais les magnifiques plages de Bonaire. Mais encore une fois, je crois que l'être humain, plus il a, plus il est civilisé. Plus il est impliqué dans l'argent, dans les biens matériels, alors il devient plus égoïste, il devient plus odieux. Oui, c'est comme ça. Et ce n'est pas quelque chose contre les gens d'un pays en particulier. Non, 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 je pense que c'est quelque chose qui arrive partout dans le monde et c'est pour ça que j'adore être dans ces endroits. Comme ça. Leur demander quel est leur travail quotidien, quel est leur divertissement, leur passe-temps, comment ils vivent au jour le jour. Des choses qui pour nous sembleraient impossibles, comme le simple fait de réfrigérer les aliments. Pour eux, c'est leur quotidien. Et ils en profitent, ceci. Voici Tani. Comment allez-vous, Tani? Bien. Ce monsieur est celui qui a remplacé Alan quand il est parti accueillir les touristes. N'est-ce pas? J'ai accueilli les touristes de l'aile, ceux qui arrivent ici, tous les 3, mon ami Cello. Tani, c'est une question. Combien de touristes reçois-tu par semaine, par mois environ? Chaque semaine, je reçois 20 touristes, 5 touristes, 2 touristes, certaines semaines, 2, d'autres semaines, 5. Oui, c'est ça, c'est par semaine. D'accord, d'accord. Et parfois, il y a 15 jours où je ne reçois rien du tout. Tani, une question. Vous avez l'électricité ici? Non, moi j'ai ici... Parce que tu as un groupe électrogène. J'ai un groupe électrogène ici pour la maison. J'avais vu un générateur à l'entrée du village. Il ne fonctionne plus, non? Non, il ne marche plus. Celui-là est à Congo. Oui, à Congo. Et c'est l'État qui l'avait installé, mais il ne fonctionne plus. Depuis combien de temps? Tu ne sais pas? Le village de Congo a disparu. Le village de Congo a disparu? C'est dommage de voir ce village perdu. Autrefois très joyeux, il attirait beaucoup de visiteurs. Et pourquoi a-t-il disparu, Tani? Et il a disparu parce que... Ils lui ont tendu une embuscade là-bas et ils en ont trouvé un près de la rivière. Ah, à cause de la déforestation. La déforestation a été abordée au point J. Et là, ils l'ont rouvert à nouveau. Et tout le sédiment est remonté et a recouvert le village. Merci, Tani. Nous sommes à votre service. Merci, et pour... Nous sommes ici à votre service, ta famille. Amène-la ici pour la présenter. Bien sûr, bien sûr. Et... Quand tu partiras, laisse-moi ton numéro pour que je puisse t'appeler en cas de problème. D'accord, merci, Tani.
Je viens d'apprendre cette chose. Il y avait de nombreux câbles électriques dans le village, alors je me demandais pourquoi il n'y avait pas de lumière malgré cela. Et en fait, il y avait ici une centrale électrique que le gouvernement avait installée, mais cela fait plus de 6 ans qu'elle ne fonctionne plus. En fait, la première fois que je suis venu, c'était il y a environ 6 ans, effectivement. Et la deuxième fois, c'était il y a 5 ans. C'est ma troisième fois. Et aucune des 3 fois, il n'y avait de la lumière. Voici la réponse à la question. Pourquoi y a-t-il des câbles électriques, mais pas de lumière? Et Roger, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger du crabe, on va manger du poulet. Crabe et poulet. Regarde Roger, une question. Tu es d'ici? De Puerto Concha? De Puerto Concha? Oui, regardez. Roger a une page Instagram qui s'appelle comme Roger. Et tu apportes des touristes ici? Pour le Catatumbo, le fils de Cello qui, eh bien, est la légende des personnes qui a amené des touristes ici. Alors maintenant, vous savez, vous pouvez le contacter sous le nom de Roger Catatumbo. Si vous voulez venir découvrir ce phénomène naturel et profiter. Et manger du crabe et du poulet, ici vous avez les... Crabes que Nous allons manger. Mais ces crabes sont déjà... propre, n'est-ce pas? Regarde, ils l'ont déjà bien préparé et tu mets ça sur le grill. Puis, et quelle est la partie que tu manges? Tout. Ici, on essaie de... la partie du corps et les crocs, ici, on le casse. On en retire la viande. Tout cela contient de la viande. De la même manière, nous allons manger celui qui est déjà préparé. Celui qui est déjà préparé. D'accord, d'accord. Bon, beau et tout ça, c'est ce qu'ils ont enlevé aux autres. Ça, autant. Ceux-là ne sont pas encore nettoyés parce que, regarde, ils enlèvent tout ce qu'il y a à l'intérieur et il reste tout propre comme ça. Et ensuite, pour la braise... Tout de suite, nous allons nous approcher de ces petites maisons, de ces palafites que vous voyez là-bas. Et essayer de demander aux gens comment ils vivent, ce qu'ils font au quotidien, quelle est leur routine. Qu'ils nous racontent un peu comment est la vie à Ologa. Ça que tu as là, c'est du sel? Oui, c'est pour mettre sur le poisson. Je peux en mettre? Ah, c'est celui-là qu'ils mettent en dessus. Qu'est-ce que les anzuelos? Quoi d'autre? Et qu'est-ce qu'ils vont attraper avec ces hameçons? Des crabes. Ah, le crabe bleu. Regardez, du bœuf. Avec la viande de bœuf, ils font ces petits hameçons pour voir. Et ensuite, avec ça, ils attrapent l'autre les crabes. Tu es d'ici? Dabloga? Oui, je suis d'ici. Tu as quel âge, mon pote? Moi, 35 ans. 35? Qu'est-ce que vous faites normalement pendant une journée? Je veux dire, vous allez pêcher tous les jours, ou certains jours oui, certains jours non. On pêche seulement du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi? Les week-ends, vous restez à la maison ou vous allez à Puerto Concha manger de la paella près de la tour. Eh bien, quand il faut vendre le poisson, et en général, ils ramènent du poisson et du crabe, ou seulement du poisson, seulement du crabe coupé. D'accord, Leandro, une question. Et ces cochons que j'ai aussi vus dans certains palafitos, est-ce qu'on en élève un seul? Chaque famille a son propre cochon. Certains ont un cochon et vous en avez, vous n'en avez pas. Écoute, Leandro, une question à peu près. À quelle heure tu pars pêcher? Et ici maintenant, ils reviennent à 6 heures du matin et ils reviennent à 2-3 heures de l'après-midi. Et puis maintenant qu'il est environ 4 ou 5 heures de l'après-midi, tu te mets à préparer les appâts pour le lendemain. Tes actions présentes visant le futur. Attrape le crabe bleu. D'accord. Leandro, merci. Peux-tu regarder à l'intérieur? Excusez-moi, regardez. Voici le petit hamac où ils vivent. Et là-bas, il y a un autre petit hamac. Leandro, as-tu des enfants? Et j'ai 2 filles, 2 filles. Comment réfrigérez-vous et conservez-vous la nourriture? Pêchez-vous et mangez-vous chaque jour? Non, toi non, il ne réfrigère rien. Ou il les sale, comme je sais, enfin, pour conserver le poisson, le crabe qu'ils sortent.
À la glace, à la glace. Doivent-ils aller chercher de la glace environ chaque semaine? Ils s'y rendent pour en récupérer? Et ils les laissent? Quoi? Ils mangent des glacières, là, quelque chose comme ça? Ah, ne me dis pas ça. C'est bon, merci Leandro. Comment il s'appelle, chef? Excuse-moi. Moi, j'en mange Jean-Ange, tu as toujours vécu ici dans le foyer? presque toute ma vie. Un certain temps ici. Ouais. J'ai passé un moment au Congo quand j'étais au Congo. Ouais. On ne peut plus aller au Congo maintenant, n'est-ce pas? On ne peut pas aller au Congo à cause de ce qui se passe? Et pourquoi on ne peut plus aller au Congo? On peut y aller, mais c'est difficile. Bien sûr, mais c'est parce que les sédiments ont monté du fond. Et maintenant, les bateaux ne passent plus. C'est exact. La rivière l'a ensablé, le Catatumbo. Et pourquoi cela s'est-il produit? Entre l'embouchure du Congo et la pointe des Palos, ils ont creusé un canal qui faisait déborder la rivière, juste là. Et pourquoi ont-ils creusé ce canal? Alors, ils ont fait ça pour sauver le village, mais depuis, le village a disparu. Il y a 5 ans, je suis allé au Congo, mais c'était difficile. Y a-t-il encore des habitants là-bas? Oui, il y en avait, mais je crois qu'il n'y en a plus. Les 15 personnes sont toutes parties. La plupart de ceux qui étaient là-bas sont à la pointe du sud, là-bas à l'embouchure de la rivière. Je pêche certains jours. Et toi, Ange, qu'aimerais-tu savoir? Du lundi au vendredi. Et les week-ends, qu'est-ce que tu fais normalement? Lesquels? Oui, oui. Manger et dormir. Manger et dormir. Pendant que tu pêches quelques crabes, tu pourrais essayer de pêcher un vivier ailleurs. Si elle vient une semaine, ça serait mieux, non? Bien sûr, et les prochaines sont déjà engagées. Elles ont déjà leur pirogue pour aller pêcher, bien sûr. Alors, ça ne sert à rien de pêcher autant, parce que le poisson va se perdre. Bien sûr, s'il risque de s'abîmer, il vaut mieux qu'il se reproduise. Effectivement, il ne faut pas le pêcher. Serait-il possible de garder le poisson ici? Ou bien vous ne l'avez pas parce qu'il n'y en a pas? Le problème est de savoir si quelqu'un viendra le chercher, non? Ah bon? Mais le problème, c'est le carburant? Évidemment, il n'y a pas de carburant pour qu'il puisse en venir chercher. Et maintenant, pour aller à Colomb, c'était un salé qui venait le plus ici. Ça coûte un bidon? Non, moi je n'y suis pas allé, mais ça coûte 650 000 pesos. Bien sûr, 100 et quelques dollars. Un mur, bien sûr, 70 litres. 70 litres d'essence, bien sûr, achetés en Colombie. Ils ne la mettent pas directement là-bas. Ils la mettent ici, mais la ramènent de là-bas. Ils la mettent et on l'a directement à la pompe de Santa Barbara dès son arrivée? Ouais. Mais le pêcheur y va et il ne le voit pas. Angèle demande depuis quand il n'y a plus d'électricité à Ologa. Parce que j'ai vu par là, en passant ici, une centrale, un générateur, un truc, où ce truc ne marche pas. Hein? Il est là-bas. Et elle démarre, c'est ce que me disent ceux qui sont ici, elle démarre, mais quand elle fonctionne trop longtemps, Elle surchauffe, elle surchauffe et commence à dégager de la fumée au niveau de la dynamo. Ah, et donc il ne l'allume jamais. non, ça fait environ 5-4 ans qu'ils ne l'ont pas allumée. Je suis venu il y a environ 5 ans, mais elle ne fonctionnait pas. Il n'y avait personne malgré la lumière allumée. Ici, il y a ces petites maisons. À partir de là-bas, il y a de la lumière grâce à une petite génératrice. Évidemment, mais ça n'alimente pas de frigo ou congélateur. Aucun palafite ici n'en possède. Regarde, je vais juste te poser une question. Et votre régime alimentaire, normalement? C'est-à-dire, vous mangez seulement du poisson et du crabe? Ah non, mon gars, qu'est-ce que vous mangez d'autre ici? Quand il n'y a pas de poisson salé, on chasse ce qu'on trouve. On tue quelques petits corbeaux, un petit caïman, un piroquiro. Lors d'une chasse pour le défi, on mange ce qui est disponible, comme le fromage et la mortadelle fournis par les commerçants locaux. Ah, parce qu'ils viennent pour livrer des produits de charcuterie et de fromagerie. Qu'on l'envoie Kelo avec la Rio, qu'on le confie aux transports qui vont à Concha. Exactement. À ceux qui viennent de Santa Barbara. Et en plus du poisson ou du salé, eh bien, des fruits, des légumes, des crudités, en quelque chose comme ça. Qu'ils commandent ce qu'on leur dit, un assortiment pour la marmite, là-bas, pour le village. Sinon, seulement du poisson. Une question. Et à combien tu vends le crabe, plus ou moins? Combien tu en attrapes à chaque pêche? J'ai ramené 60 kilos. 60 kilos de crabe, et combien ça coûte à peu près le kilo?
Ici, on me le paie à 0,60. 0,60. Ça fait 36 $. C'est pour une journée de travail si tu travailles les 5 jours, bien sûr, mais il faut enlever l'essence. C'est ça. Voici ce que j'ai dépensé. J'ai pris 10 litres hier. Il y a combien est l'essence ici? Ici, c'est 1,3. 1 $, 1,3, 1,3 $ le litre d'essence. À qui? Ou le gaz? Par exemple, pour pêcher ces 60 kilos, je suis allé aujourd'hui. Je prépare l'essence parce que je vis avec le Pack-Pack. Hier, j'ai pris 10 litres et j'en ai dépensé 7. 7 litres. Quelque chose de très intéressant se passe ici, regardez. Ils ont trouvé une solution. Puis-je monter sur ton bateau, John Angel? Celle-là s'appelle John Angel. John Angel, d'accord, regardez. Regardez, ici, ils ont inventé, enfin, ils n'ont pas inventé parce que ce n'est pas traditionnel d'ici, mais ils ont adapté les embarcations avec un type de moteur appelé Paki-Paki. C'est juste pour que vous ayez une idée. C'est comme les coupes-herbes, quelque chose comme ça. C'est un tube et il y a une toute petite hélice. Je l'avais vu en Thaïlande ou aux Philippines. C'est le moteur utilisé par les embarcations locales, leur permettant d'économiser beaucoup d'essence. D'autres pêcheurs nous en avaient déjà parlé. En fait, normalement, quand un bateau à moteur consomme 50, 40 litres en une journée de pêche, une petite embarcation comme celle-ci peut consommer 5 litres. C'est presque 10%. C'est pourquoi ils ont dû utiliser ces techniques pour économiser du carburant et rendre la pêche rentable pour eux. Cependant, avec ces Paki-Paki, ils ne peuvent pas beaucoup se déplacer, ils sont beaucoup plus lents et cela limite aussi un peu la pêche. John Angel, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Une dernière question, John Angel. Qu'est-ce que tu penses qu'il leur manque ou dont ils ont besoin ici pour avoir une meilleure qualité de vie? Les gars, ici, on a besoin de bons carburants et d'un commerce comme avant. Une épicerie. Avant, il y avait une épicerie ici dans la maison. Elle est toujours là. Vous pouviez faire toutes vos courses à l'épicerie ici. C'est pareil qu'au Congo. Au Congo, il y avait 2 épiceries. Je me souviens de l'église spectaculaire qu'il y avait au Congo. Tu as des enfants, Jean-Ange? Oui, j'en ai un à Barranquita, l'aîné qui est à Santa Barbara et le plus jeune que je porte sur ma tête. Tu as 3 enfants par là? Merci beaucoup, John Angel. Désolé d'avoir interrompu ton travail. Comment s'appelle Maridelma Vega? Maribel. Maridelma. Maridelma. Et vous, quel est votre nom? Francisco, c'est ça? Et on va jouer? Quoi? Agilé. Mais je ne sais pas comment y jouer. Je vais expliquer. Je retourne les cartes. Tu peux les prendre et les ouvrir comme ça. Ah, je les ouvre. Depuis combien de temps habitez-vous à Ologa, Madame Mariderma? J'ai le même âge que depuis ma naissance. Et combien d'années? 48? 48 ans à vivre ici à Ologa? Et comment est la vie ici à Ologa, Madame Mariderma? Chouette, tranquille, n'est-ce pas? J'imagine. Oui, grâce à Dieu. Parfois bonne et parfois mauvaise, comment on dit, chef? François, vous dites que la réputation est parfois bonne, parfois mauvaise? Oui, le mauvais côté, c'est à cause du problème de la nourriture. Ici, nous n'avons pas de réserve. Nous n'avons pas de communication. Nous n'avons pas d'eau, parce qu'ici, nous buvons de l'eau. Quand il pleut. Ils boivent de l'eau, c'est quand il pleut. Quand il pleut, et quand nous n'en avons pas, nous allons chercher cette eau sale dans les canaux. Dans une rivière. Oui. Wow. Tout ce que vous voyez ici, nous le mettons toujours, mais personne ne le fait. Bien sûr, personne ne le fait. Rien. Quand il ne pleut pas, ils doivent chercher de l'eau dans une rivière, généralement contaminée et sale. C'est inimaginable. Et de cette eau, les enfants en boivent aussi? Les enfants boivent aussi cette eau, ce qui leur cause probablement beaucoup de maladies. Madame Marielle, avez-vous des enfants? Oui, j'en ai 5. 5 enfants? Avez-vous donné naissance à vos enfants ici même, à Ologa? Pour l'un, c'était à Santa Barbara, où on m'a fait une césarienne. Ah, ils ont fait une césarienne à Santa Barbara? Santa Barbara, elle a 18 ans. D'accord. Et les autres? Les autres, ce sont des hommes. Ceux qui sont là, tous ici, ces petits gars, ce sont mes fils. Ces 3-là qui sont... Ici.
Vous les avez eus ici même, à la maison? Y a-t-il une sorte d'infirmerie ici, dans l'eau? Oui, il y avait une sage-femme ici. Une sage-femme? Et la sage-femme n'est plus là? Non. Elle n'est plus là parce qu'elle est âgée. Il y en a encore 7, mais enfin, elle ne voit plus. Elle ne voit plus. Et quand quelqu'un est enceinte, comment fait-elle? Elle doit aller à Santa Barbara à Paris? Monsieur Francisco, êtes-vous déjà à la retraite? Pas encore. Et c'est ce qu'elle travaille pour. Bien sûr. Et quel est son métier? De la pêche? De la pêche? Et quel âge a-t-il maintenant? 68, 68. Salut, je pense que je vais gagner cette partie, mais je n'en suis pas certain. Non, c'est bon, j'ai perdu parce que j'ai un... Non, c'est bon, il a gagné. Madame Marielle, pouvez-vous nous montrer la petite maison ou pouvons-nous entrer pour la voir? J'ai vu quand je passais avec le bateau qu'ils avaient un cochon là-bas derrière. Ils mangent aussi du cochon. Combien de temps ils l'élèvent ou ils l'abattent une fois par an ou comment ça se passe? Cela dépend du moment. Si on a très faim, Exactement. on doit tuer. Mais quand on a de la bonne nourriture, on reste avec lui. 5 mois, 6 mois. Et que donne-t-on généralement à manger au cochon? Je l'appelle poisson, nourriture pour cochon. Ils achètent de la nourriture pour cochon et la lui apportent. Oui, et c'est ce qu'il mange. Tous les 5 ou 6 mois, ils l'abattent. Lorsqu'ils abattent un animal, ils doivent tout manger immédiatement faute de réfrigération. Cela se vend. Nous le vendons. Ah, une partie est vendue et l'autre est mangée. Nous la mangeons. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah bon, c'est que je peux passer là-bas pour le voir. Oui, là-bas. Ici, nous entrons dans la maison de Madame Marielle. Ils dorment dans des hamacs car le bas est parfois inondé. Dans les mois à venir, la situation ici va empirer. Oui. Nous devons quitter le ranch et le léguer à mon fils, ici, au Grand Ranch. Je comprends. Quand je suis venu il y a 5 ans, il est aussi tombé une grosse pluie et nous avons dû dormir là. Tu as placé les sacs sur le toit car tout est inondé ici. De plus, le hamac est plus frais qu'un lit. Oui, plus frais. Oui. C'est plus frais. Parce que si c'était sur le banc, tu t'allongeais et ça ne m'arrivait pas. Au lit, je n'avais besoin ni de couverture ni de ventilateur. Exactement, exactement. Et ici, comme il n'y a pas d'électricité, nous n'avons pas de ventilateur. Madame Maria, cette eau que vous avez là, c'est de la pluie, n'est-ce pas? Hein? C'est celle qu'ils recueillent pour boire quand ils ont soif. Celle-ci et l'autre, là-bas derrière. Oui, de la pluie. Oui, d'accord. Quelles ont été les meilleures années de ce village pendant les 48 ans que vous avez vécu ici? De 15 ans en arrière jusqu'à 30 ans. Et là, il y avait de l'électricité. Continuez. Oui, ici, il y en avait beaucoup. Enfin, l'entrepôt. Il y avait beaucoup d'entrepôts. Bien sûr, ici, oui, parce que au Congo, il y avait une antenne. Ça arrivait jusqu'ici, mais on a eu des problèmes depuis l'arrivée du coronavirus. On s'est retrouvés sans communication. Depuis la pandémie, le réseau téléphonique a disparu. Depuis ce moment-là, nous sommes tous dans la même situation. D'accord, d'accord. Ça fait déjà 5 ou 6 ans que Lucie n'a plus d'électricité, n'est-ce pas? En ce moment, je suis très actif et j'ai des tensions avec mon frère, le Gocho. Il me donne de l'électricité. Il a un petit générateur et il fait passer un câble. C'est pour ça qu'il me donne une petite ampoule. Bien sûr, à mes enfants aussi. Mais il faut dépenser de l'essence pour allumer ce générateur, n'est-ce pas? Oui, donc ça revient plus cher. Parfois, on ne peut pas l'allumer, car en réalité, ce n'est pas de l'essence. Bien sûr, c'est ça. L'essence est très rare. D'accord, venez par ici. À l'arrière, ils ont même un jardin, a-t-il cité. Comme c'est beau ici, à Villa. Ici, ils ont une aloès, n'est-ce pas? Comme du mammon, et tout cela est utilisé pour cuisiner. Mauvaise mère. Mauvaise mère, celle-là, je ne la connaissais pas. Regardez, là-bas, il y a le petit cochon. Mais il est encore petit, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Si petit. La mauvaise mère, est-ce un médicament? Ah, c'est un médicament, oui, L'origan aussi est un médicament. Il y avait de l'acétaminophène. Désolée, je n'ai pas d'acétaminophène, seulement de l'origan. Et pour la mauvaise mère? Vous aviez de l'acétaminophène? Oui, j'en avais beaucoup, même du Vaporub. C'est sûrement pour le mal de tête, n'est-ce pas? J'en avais plusieurs. Mais beaucoup se sont desséchés et abîmés. Un cochon que j'avais ici m'en a abîmé encore plus. Regardez-moi ça, le petit cochon. Oui, la coriandre a bon goût. Et avec ce petit bateau, vous vous déplacez ici à Ologa? Ou c'est avec celui-ci que vous allez pêcher? Avec celui-ci, on va jusqu'à Paraguay. Ah, avec celui-là. S'il n'y a pas... De filet là-bas, au moins aujourd'hui, et demain nous irons le chercher.
Ah, bien sûr, ils jettent entre ces filets pour que les poissons s'y prennent. Dans les NASA, ils placent des filets et vont les chercher le lendemain. Et vous aussi, vous allez pêcher? Oui, avec mon mari, nous y allons tous les deux. C'est une affaire de famille. Et vous travaillez quel jour? Du lundi au vendredi? Ça dépend parce que on travaille parfois tous les jours. Examinons les raisons. Parce que tout le poisson, ils doivent te le vendre à quelqu'un qui vient. Vous ne pouvez pas l'emmener vous-même, bien sûr, parce que si vous l'emmeniez, vous dépenseriez trop d'argent en carburant. Oui, nous l'avons vendu ici. Ici même, des gens viennent et ils le leur vendent. Et quel poisson attrape-t-il normalement? Comment ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils pêchent? On pêche diverses sortes de poissons comme le maramano, le bocachico, le pampano et le bar, mais pas de crabe. Uniquement du poisson. Et combien coûte à peu près le poisson? Ici, en ce moment, un jeune homme de la criée qui s'appelle Tonio nous paie 2000 et 1500. C'est-à-dire que ce sont des pesos. Colombiens, 22 000 le kilo et 2000 pesos, $1, ce qui fait environ 5000 pesos, n'est-ce pas? Ouais. Non, en ce moment, c'est à 3. C'est comme un demi-dollar. Lors d'une journée de pêche normale, quelle quantité de poisson peux-tu attraper en kilos? Voyons, parfois ce qu'on attrape dépend, parce que ça part très vite. Comme je te dis, la chaloupe qui est venue hier est repartie aujourd'hui. Beaucoup, lui, pêchent. Alors ça part vite. Alors ça ne nous donne pas le temps même de commander à manger. Parce que si on commande au moins pour une autre semaine, la semaine suivante, on ne peut pas charger parce qu'il n'en reste plus. Et si la chaloupe ne vient pas, vous ne pêchez pas car le poisson s'abîmerait, n'est-ce pas? Bien sûr, vous n'avez pas de quoi le réfrigérer normalement. Et aussi, tant que la chaloupe n'arrive pas, jusqu'à ce que le bateau frigorifique vienne, on ne mange pas. Eh bien? Bien sûr. Parce que c'est dur, bien sûr. La vie ici est aussi difficile en ce moment. C'est à cause de ça, à cause de l'épicerie. Et normalement, vous mangez le même poisson ou vous achetez autre chose? Non. Parfois, on le commande à la poissonnerie. S'ils viennent, on leur achète le poisson. On leur fait un petit reproche parce qu'ils n'apportent pas les courses. Mais pourtant, parfois, on commande et ils ne les apportent pas. S'ils ne les apportent pas, ils ne les apportent pas, ça manque. Ce n'est pas ainsi, car on leur donne les poissons justement pour qu'ils apportent la nourriture. Et en général, que demandent-ils quand ils viennent? Du poulet, du riz ou des choses de ce genre? Vous cuisinez ici au bois ou au gaz? En ce moment, nous cuisinons au gaz, mais j'ai passé très longtemps à cuisiner au bois. Parce qu'il n'y avait pas de gaz. Parce qu'il n'y avait pas de gaz. Maintenant, ils ont du gaz et la porte. Les pêcheries aussi. Ils changent à les bonbonnes de gaz et travaillent avec. Nous cuisinons là-bas, ceux qui sont derrière. Presque tous sont mes enfants. Ah, pourquoi vont-ils tous cuisiner pour une seule petite maison? Oui, parce que ils ont un plan comme je l'achète. Exactement. Alors ils cuisinent avec moi. Eh bien, Madame Marielle, merci beaucoup. Je voudrais vous poser une dernière question avant de prendre congé, et je tiens à vous remercier de m'avoir appris à jouer au gilet. J'étais Marielma. Qu'est-ce que vous considérez? Quel est le secret du bonheur? Parce que je suis arrivé ici à Ologa, et tout le monde me souriait, on me saluait de la main, et tout le monde était super amical. Et vraiment, je vois les conditions dans lesquelles vous vivez, et n'importe qui d'autre pourrait être triste, mais je vous vois, vous, super heureux. Alors, selon vous, quel est le secret? Le secret, c'est que celui qui viendra. Mais comme nous disons, nous pouvons être pauvres. Mais parfois. Mais la vie est ainsi. Nous devons être comme ça. Nous devons accepter que c'est ainsi. Nous devons être joyeux. Parce que nous ne pouvons pas être tristes. Et pour cela, nous. Vous avez vu que lorsque vous êtes passé, c'est vous qui êtes resté dans l'avion? Oui, le petit avion, oui. Et là, les chiens aussi, ils sont pareils. Non, et c'est précisément pour cette raison que nous avons fait voler le drone ailleurs. Des villes, des endroits pas où peut-être les gens ne manquent de rien, et les gens s'énervent parce que le petit avion passe par là. Alors que vous étiez tous heureux, souriants et tout ça. Et vraiment, ça me fait très plaisir que vous gardiez cet esprit chaleureux. C'est comme ça. Il faut traiter les gens qui viennent ici avec gentillesse, avec amour, parce que c'est comme ça. Comment voulez-vous que quelqu'un arrive ici et que je sois fermée, distante? Alors, il faut traiter les gens comme il se doit. On traite les gens comme il se doit. Merci beaucoup, Madame Marialma, vraiment. Merci de nous recevoir. Merci à vous aussi.
J'adore la passion avec laquelle on joue dans cette partie en lançant les pierres, sûrs de leur décision. L'énergie du domino est excellente. Je vous ai déjà présenté Roger il y a quelques minutes, et ce monsieur ici, c'est celui qui a amené Luisito. Roger, raconte-moi cette expérience, comment c'était? En fait, normalement, c'est moi qui l'ai amené. On m'a engagé pour transporter 2 personnes. Je ne savais pas exactement qui elles étaient, non? Tu ne savais pas qui était Luisito, Roger? Non, on ne nous a rien dit. Ou de plus, je les ai amenés dans une petite barque, car ils étaient 2. Exactement. On est arrivé au voyage sans problème. Ils filmaient, et c'était drôle et sympa. Mais alors, j'ai été informé par radio que je transportais un influenceur, quelque chose comme ça. Ici, on n'était pas sur les réseaux, donc on n'y a pas prêté attention. On m'a informé par radio que je transportais un influenceur. Ils m'ont dit, tu ne vas pas partir, tu ne vas pas venir sans qu'ils te fassent une vidéo. Tu transportes 38 millions d'abonnés sur ce bateau. Et puis je m'en suis rendu compte en arrivant au village El Verguero. Des gens m'appelaient. Moi, bon, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, il voulait des salutations de gens aux États-Unis. Alors il m'appelait pour que je leur transmette un salut. Pour Luisito, c'était normal et je n'apportais rien, alors que moi-même, je l'ignorais. Les gens me demandaient, j'allais arriver ce jour-là et ce que je faisais le lendemain pour que les gens ne viennent pas. Bien sûr, même pendant la journée. C'était le chaos. Total à Mérida, c'était littéralement un super chaos. Suite à cela, nous étions ici, du moins moi. Je n'avais aucun réseau social. Pour être contacté, je ne comptais que sur les recommandations de mes clients précédents. Recommandations. Mon père travaille dans le tourisme depuis presque 30 ans. Beaucoup de gens connaissent El Chelo et tout le monde a son numéro. Et maintenant, grâce au réseau, il me trouve moi aussi. J'ai ouvert un compte Insta, un truc comme ça. Et T'as créé un compte Instagram? après, quand les gens viennent, à chaque fois qu'ils viennent, ils me recommandent. Hein. Et nous, tous les guides touristiques, tous ensemble, ceux qui nous connaissent, ils nous recommandent. Alors, petit à petit, on progresse. Et bon. Luisito, regarde si tu arrives à cette vidéo. Tu sais que grâce à toi, ce pana s'est créé un Instagram. Son entreprise est désormais plus formelle, attirant ainsi de nombreux touristes. Et à cause de ça, de nombreuses personnes m'ont appelé. Mon père, à tout le monde. Pour venir pour l'éclair, du Catatumbo? Ah d'accord, quelle beauté, quelle beauté. Regardez, nous venons d'arriver de nouveau au Palafite de Tani, où nous allons dormir. Et ça sent le poulet rôti, Candicello? Tout va bien, mon frère? Que fais-tu ici? Un petit poulet rôti et, sur le côté, quelques petits crabes pour que les gens repartent contents. Tu t'occupes du contrôle qualité, c'est ça? Bien sûr, mon frère, c'est bon. Regardez cette délicieuse chose. Ici, il y a des petits poulets rôtis. Ici, il y a de petits crabes avec des tostones à l'intérieur. Allons à l'intérieur pour ces tostones. Voici la banane plantain verte. Et ici... Oh, c'est délicieux. Regardez ces tostones qu'il prépare là-bas. Et quoi d'autre par ici? Regardez, une petite salade râpée et un ceviche de crabe. Oh, c'est délicieux. C'est la première fois que je vais goûter un ceviche de crabe bleu. Ah, le voici. La chair du crabe est très tendre. Et j'adore le toston. Parce qu'il n'est pas trop vert, il est un peu mûr, donc il est légèrement sucré. Et avec le côté salé du ceviche, ça fait une combinaison spectaculaire. Regardez Roger, une question, mais ce crabe n'est-il pas bleu? Ce truc est rouge? Parce qu'il était bleu avant d'être mis sur le grill. Quand tu le mets sur le grill, il devient rouge, rose, orangé, prenant plusieurs couleurs.
Et avec du citron, juste du sel et du citron. Mais explique-moi, tu vas le mordre? La peau est toute douce. Je mords la coquille, puis j'essaie d'enlever la peau et je recrache la coquille après. Comme ça. Regardez, cette petite coquille ici est dure. Et la petite chair est juste ici à l'intérieur. Vas-y, ça ne dérange pas. Comment ça va? Et je peux manger la petite peau? Oui, oui, ça va. Elle est tendre. C'est délicieux. Pour être honnête, je n'aime pas trop le homard. Et je pensais que le crabe aurait un goût similaire, mais non. La chair est tendre. Cette pince est vraiment bonne. Elle est plus croustillante. Bonbon, avez-vous déjà goûté au crabe bleu? Ici à Ologa? La nuit est tombée ici à Ologa et nous sommes déjà en train d'installer les hamacs pour nous reposer un peu et nous relayer pour dormir. Parce que, comme vous le savez, nous voulons voir l'éclair du Catatumbo et il est impossible de prévoir à quelle heure il peut apparaître. Par conséquent, nous nous relayons par groupe pour dormir et nous reposer. Les nuits ici à Ologa sont assez intenses. Non seulement parce qu'on ne dort pas en attendant l'éclair, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur et parfois des orages qui s'abattent sur toi. Au-dessus du palafite, on dirait littéralement qu'il va s'effondrer. C'est pourquoi la dernière chose qu'on vient faire ici, c'est dormir. Mais on en profite, car c'est ça l'aventure, non? Et j'espère que ce soir nous pourrons assister à l'éclair du Catatumbo. Je ne sais pas si on pourra vraiment vous le montrer, parce que notre caméra Sony est définitivement morte. Elle est complètement cassée. On ne sait pas ce que c'est. Quand on rentrera, on l'enverra en réparation pour voir ce qu'elle a. Et voilà, c'est tout pour le moment. Regardez, je sais que la qualité est horrible, mais appréciez la quantité de poisson-chat qu'il y a juste au bord du palafite. Vous vous souvenez la dernière fois que je vous disais que quand on allait aux toilettes, les petits poissons venaient manger les déchets organiques? Eh bien, ces petites bêtes sont ici. Tani, le propriétaire du palafito, me dit qu'ils sont délicieux frits. On les attrape comme ça avec un panier, ils ne grandissent pas plus que ça, puis on les fait frire et on les mange. La tempête a déjà commencé. On n'a pas beaucoup vu les éclairs, mais je ne sais pas si vous pouvez entendre la pluie. En fait, on a dû enlever les hamacs là où ils étaient et les mettre dans une pièce par ici, parce qu'il y a beaucoup de vent et on était complètement mouillés. Regardez. Ici, il y a quelques hamacs suspendus. Waouh! L'orage, ça fait un bruit énorme. Maintenant, c'est que l'éclair du Catatumbo est en train de se montrer. Regardez cette beauté, comme le ciel. On dirait un tas d'appareils photo. Et c'est comme ça que ça peut arriver. Plusieurs minutes, plusieurs heures, qui sait combien de temps?
Il est 7 heures du matin et les rayons sont encore à peine visibles. À peine. Mais ils ont commencé à apparaître vers 6 heures ou 5h50. Et oui, c'est aussi imprévisible de venir voir l'éclair. C'est pour ça que je vous disais qu'on devait se relayer pour rester à regarder le ciel. Et si elles apparaissaient, on réveillait les autres. La nuit est tombée avec cette averse, cette tempête sur les Palafitos. Et j'ai dit, waouh, la tempête va nous tomber dessus. Ça m'est arrivé lors de ma première visite. Le bruit était assourdissant. Les éclairs tombaient beaucoup trop près du Palafito. Mais cette fois, ce n'était pas comme ça. Juste une forte pluie, plus d'éclairs à l'aube. Ce n'est que ce matin qu'on a vu tout l'éclair du Catatumbo. Magnifique. Malheureusement, les vidéos que vous avez vues ont été prises moisies avec le téléphone portable et le drone, mais nous n'avions pas l'appareil photo pour pouvoir prendre des photos. Parce que la meilleure façon de capturer les éclairs, c'est à travers un time-lapse, qui a une séquence de photos. Sur une photo, évidemment, tu obtiens la meilleure qualité d'image. Puis tu compiles une série de photos et tu crées une vidéo. C'est ce qu'on appelle un time-lapse. Et ici, avec un trépied, en regardant vers l'endroit où les éclairs frappent et en laissant l'appareil pendant des heures, c'est comme ça qu'on capture une belle vidéo des éclairs. Voyons si je peux vous en trouver un de mes voyages précédents. Vous avez vu à quel point l'éclair du Catatumbo peut être impressionnant. C'était notre expérience. Je suis vraiment fasciné d'être venu ici. Ici, nous avons tourné notre première vidéo YouTube il y a 5 ans et aujourd'hui, nous en réalisons une autre. Et nous espérons revenir sans aucun doute. Nous espérons même qu'Alan reviendra un jour. Il a été l'un de nos mentors, pas seulement dans le tourisme, mais aussi dans la passion pour la photographie, pour la nature et pour la bonne ambiance. C'était un monsieur avec qui, même sans éclair, la sortie était incroyable. Parce que l'enthousiasme qu'il mettait à offrir un bon service faisait que tu avais une bonne expérience. Oui ou oui. C'est tout pour cette vidéo, mes fous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et c'est totalement gratuit pour vous. Si vous appréciez, activez les notifications. Activez la petite cloche, c'est nous soutenir doublement. YouTube vous prévient des nouvelles vidéos et constate que beaucoup de gens activent la cloche. Nous allons montrer de plus en plus les vidéos de ces fous. On se voit à la prochaine.